Après avoir fait un exemple graphique où on nous demandait de trouver le domaine, maintenant on va y aller de façon algébrique. On n'ira pas dans les problèmes extrêmement complexes. De manière générale, quand vous avez une équation, essayez avec votre calculatrice de diviser un nombre par zéro, ou encore essayez de mettre un nombre négatif sous une racine de degré pair, par exemple racine carrée de moins 2, ou 1 sur 0. Bien, ce sont des nombres qui ne sont pas définis dans les réels, qui n'existent pas. Donc, si on essaie de trouver une relation et que dans l'ensemble des dérivés, on obtient 1 sur 0 ou une racine négative, une racine carrée négative, ben, ça ne fonctionne pas, c'est pas défini. Il n'y a pas d'image. Donc, ça ne fera pas partie du domaine. La situation classique, c'est pour la fonction rationnelle 1 sur x. Donc, si j'ai une fonction qu'on appelle g, son équation, là, qu'est-ce qui relie, qu'est-ce qui met en lien x, y, c'est l'équation y égale 1 sur x. Donc, avec une table de valeurs, on va obtenir différentes valeurs. Donc, ici, j'obtiens moins 1,5. Bon, c'est facile à calculer. On remplace x par, hein, c'est 1 sur x. Je répète, c'est 1 sur x. J'aurais pu prendre d'autres valeurs. 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Vous voyez, on a 1 sur 0. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas de valeur attribuée ici. Donc, on essaie de se rappeler de ces différentes valeurs-là. Je m'en vais les mettre dans mon graphique ici. Donc, on n'aura pas une correspondance ici. Si, disons, je fais un axe de 1 ici, ben, je vais plutôt ici y aller avec 1 comme ça. Donc, on a une demi. Moins une demi. On a moins 1. Donc, pour la fonction 1 sur x, donc on cherche à trouver le domaine de la fonction 1 sur x. Ben, pas de problème. 1 sur 1, ça va. 1 sur 2, ça va. Lorsqu'on remplace x par 3, ça donne 1 tiers. Donc, 1 tiers, c'est environ ici. Ici, on a 1 quart. Donc, on a une partie, une branche négative. Là. On a quelques points, mais ça nous permet de faire une esquisse du tracé de la fonction. Lorsqu'on remplace par moins 1, dans le fond, ce que je fais là, n'oubliez pas, là, pourquoi ici je m'en vais mettre ça là, c'est que lorsqu'on remplace x par 2, l'image est de 1 demi. Lorsqu'on remplace x par 4, l'image est de 1 quart. On a un quart ici. Donc, on fait la même chose. Moins 1 sur 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Donc, le point, il est là. Pour la valeur moins 2, on a moins 1 demi. Pour la valeur moins 4, on a moins 1 quart. Donc, si je trace cette fonction, c'est votre fonction rationnelle. Et qu'est-ce qui est bien important de comprendre, c'est que il n'y a pas de valeur en x égale 0. Le domaine de la fonction, les réels, sauf la valeur 0. On continue notre travail dans le vocabulaire. Et là, cette fois, on va s'attarder dans le fond à la définition de 0 et d'ordonner l'origine. Donc, lorsqu'on parle de 0 de la fonction, des fois, on va confondre. Le 0, c'est lorsque on cherche la valeur de x. Donc, lorsqu'on cherche un 0, on cherche la valeur de x pour laquelle la fonction y égale f de x vaut 0. Donc, le point ici, ce n'est pas de remplacer x. Donc, il ne faut pas mélanger. On ne remplace pas x par 0. On cherche la valeur de x pour lequel le y vaut 0. Alors que la définition d'ordonnée à l'origine, elle, c'est l'endroit où on croise l'axe des y. Donc, ici, on a x qui est égal à 0 et on cherche la valeur de y qui est, dans le fond, l'ordonnée à l'origine. Alors que l'endroit où y vaut 0,
cette valeur de x-là, c'est le 0. Donc, une façon peut-être un peu plus précise de l'illustrer, c'est avec une fonction définie algébriquement. Donc, on a ici, par exemple, la fonction 2x plus 2. On pourrait résoudre une équation pour trouver le 0, trouver l'ordonnée. Bien, graphiquement, on est capable d'identifier ici le 0 et l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque x vaut 0, je trouve la valeur y qui est de 2. Donc, 2 est l'ordonnée à l'origine. Alors que ici, le y vaut 0 à quel moment? Lorsque x est égal à moins 1. Donc, x égale moins 1 est mon 0. Y égale 2 est l'ordonnée à l'origine. Donc là, je suis juste dans un vocabulaire. C'est pas difficile algébriquement à résoudre. On va en parler un peu plus tard, mais c'est juste que vous compreniez la différence entre les deux concepts. Donc, on croise l'axe des x, c'est le 0. Quand on croise l'axe des y, ordonnée à l'origine. Notion de positif et négatif. Donc, on va chercher un intervalle sur lequel, donc quand on regarde le tracé de la fonction, on va regarder quand est-ce qu'on est au-dessus de l'axe des y ou quand est-ce qu'on est en dessous de l'axe des y. Donc, ici, on voit clairement qu'on est en dessous, donc on est dans un intervalle où la fonction est négative. Et on a deux intervalles ici dans lesquels la fonction est positive. Donc, on va écrire ça sous forme d'intervalle. Donc, l'intervalle pour lequel... Et là, on parle de positif. Le non positif, c'est strictement plus grand que 0. Donc, ici, ça va être de moins l'infini jusqu'à... Bon, j'ai pas mis mon échelle. Moins 2. Et moins 2 est exclu. Remarquez ici qu'on exclut le moins 2. Très important, le moins 2 est exclu. Parce qu'en moins 2, la fonction vaut 0. Elle est nulle. Elle n'est pas positive. À quel endroit la fonction est positive? On a également, on va faire union de 1, 2, 3. À partir de 3, la fonction elle est positive. On exclut encore une fois cette valeur. Et on va aller comme ça jusqu'à plus l'infini. Ça correspond à ce que j'ai représenté ici. L'intervalle pour lequel la fonction est négative, donc strictement plus petit que 0, c'est, encore une fois, intervalle exclu. On voit évidemment qu'il y a un lien à faire. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas positif et négatif? Qu'est-ce qui est négatif? Ben bon. Donc, si on a fini ici à moins 2, on va reprendre à moins 2. Encore une fois, c'est exclu. Et on va se rendre ici jusqu'à 3, exclu. Pardon. Et là, tout ça ensemble, ça nous donne des intervalles positifs dans lesquels la fonction est positive ou négative. On n'a pas parlé des endroits où la fonction elle est nulle. Elle est nulle à quel endroit? Lorsqu'elle vaut 0, en moins 2 et en 3. Dernier concept, le concept d'intervalle de croissance. Donc, ici, les définitions sont un petit peu plus longues. Si on s'y attarde brièvement, on va parler dans le fond de l'intervalle pour lequel la fonction est strictement croissante. Si, lorsqu'on garde les valeurs dans un ordre croissant, justement, mais la fonction est toujours en train de monter. Donc, f de x2 est plus grand que f de x1. Ça veut dire que la fonction est en train de croître. Si je faisais une représentation graphique de cette situation, imaginez-vous un x1 qui est là. Il faut absolument prendre un x2 qui est plus grand. Donc, x2 est plus grand que x1. Ici, on a f de x1, donc son image qui est représentée sur les y. Si f de x2 lui est supérieur, c'est qu'il y a eu une croissance sur l'intervalle. Ben, de façon analogue, si une fonction est décroissante, c'est que f de x2 serait plus petit que f de x1. Et dans ce cas, la fonction serait décroissante. Dans un graphique complet, il va y avoir des intervalles de croissance, il va y avoir des intervalles de décroissance, puis il va y avoir des endroits où la fonction elle est constante. Des fois, est-ce que c'est constant sur un long intervalle ou c'est juste constant en un point?
Bon, ça dépend un peu, mais peut-être qu'une situation serait comme ça, où on atteint un plateau. Donc ici, on a un endroit où la fonction elle est constante. Là, la fonction reste toujours la même. Donc, si je vais voir mon exemple ici, ben, c'est un peu ce que je racontais. On a un intervalle, la fonction elle est croissante, décroissante et croissante. Et là, il faut faire attention, avant que je parle de maximum-minimum, quand on fait l'étude de croissance, vous remarquez dans le corrigé, on utilise rarement le mot strictement croissant. Donc, si on disait quand est-ce que la fonction elle est strictement croissante, on devrait exclure là où l'intervalle se termine. Lorsqu'on parle de croissance, donc ici, on va dire qu'à partir de moins 3 jusqu'à 0, la fonction est en situation de croissance. Donc, je répète que si on parlerait de croissance stricte, on devrait exclure les bornes. Dans les corrigés, vous allez voir, on va souvent parler de croissance sans mettre le mot strict. Donc, nous allons inclure là où l'intervalle commence et finit. On ne peut pas dire que la fonction est en décroissance en 0, donc on va inclure nos bornes. Il y a un autre intervalle, donc on va faire une union ici. On va repartir ici à 3 jusqu'à plus l'infini. La fonction va croître indéfiniment. Donc, nous avons là notre intervalle de croissance. L'intervalle de décroissance, c'est ici. Donc, ça va être de 0 à 3. Si nous devons parler de maximum et de minimum, on regarde les endroits où, dans un intervalle restreint, la fonction atteint un sommet. Donc, si on regarde ici dans ce voisinage-là, comme dans celui-là et dans celui-là, lorsqu'on encadre la fonction, on se rend compte que ici, on atteint un point minimum, un point maximum, un point minimum. Donc, par exemple, on va dire que les minimums relatifs, donc relatifs à où ils sont sur le graphique, sont moins 6 et moins 1. Donc, on prend la valeur en Y. Moins 6 et moins 1. Donc, ces deux nombres sont des minimums relatifs. Parmi ces nombres, est-ce qu'il y en a un qui est le plus petit de toute la fonction? Oui. Le minimum absolu, c'est moins 6. Donc, moins 6, c'est un minimum relatif. Donc, un minimum absolu est toujours un minimum relatif. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour être absolu? C'est que c'est le plus petit. Est-ce qu'il y a toujours un minimum ou un maximum absolu? Non. Dans la situation ici, on a un maximum relatif en x égale 0. Ce maximum relatif, il est de 3. Donc, le maximum, c'est le maximum en y de la fonction, c'est 3. Est-ce qu'il est absolu? Non, il n'y a pas de maximum absolu ici, puisque regardez ce qui se passe avec le tracé de la fonction. Elle va dépasser 3. Donc, on arrive indéfiniment. Donc, cette valeur-là n'est pas le maximum absolu. C'est uniquement un max relatif.